Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à la grossesse et à toutes les interrogations qu'elle peut engendrer. La grossesse est un moment unique dans la vie d'une femme, mais son déroulement est parfois source d'angoisse et d'inquiétude pour la future maman. Bien connaître les étapes clés et bien s'y préparer peut permettre de diminuer cette appréhension et rendre le moment plus épanouissant. Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, nous accueillons aujourd'hui Pia Laborde, qui est sage-femme hospitalière et libérale. Pia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions de nos internautes pendant une petite vingtaine de minutes. Et nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet dès maintenant avec la première question. Quand et comment faire un test de grossesse ? Très bonne question. Déjà, tout d'abord, la grossesse survient après une ovulation. Donc, pour refaire un petit rappel rapide de nos cours de biologie, on a un cycle menstruel qui dure environ 28 jours. Et donc, tous les 28 jours, en fonction des femmes, tous les 26, tous les 28, tous les 30, chacune se connaît, on doit avoir nos règles qui reviennent. Et lorsque nos règles n'arrivent pas, on se retrouve donc en aménorrhée. Ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est la période sans règles. Et donc, c'est probablement une grossesse qui débute. Donc, le meilleur moment pour faire un test de grossesse, c'est quand on découvre qu'on a un retard de règles. Et il faut laisser passer un vrai retard de règles, c'est-à-dire parfois un cycle peut être un peu plus long, au lieu que les règles arrivent pile le premier du mois, elles arrivent le 2, le 3. Et quand on se rend compte du retard, on peut faire soit un test urinaire de grossesse en pharmacie, qui se procure sans ordonnance, soit un test de bêta-HCG, c'est-à-dire des hormones qui prouvent que l'on est enceinte, et c'est une prise de sang à faire en laboratoire. Les deux sont possibles. Très bien, mais d'ailleurs on peut aller directement sur la deuxième question que nous avons reçue. Est-ce que le test urinaire justement que l'on fait via le test que l'on trouve en pharmacie est suffisant pour être content de la bonne nouvelle de l'annonce de la grossesse ? Alors, il n'y a pas de faux positif, c'est-à-dire que si le test est positif urinaire, on est bien enceinte. Si par contre on a un doute sur son début de grossesse, qu'on a peut-être fait le test un peu tôt justement parce qu'on n'est pas encore sur un vrai retard de règles, on peut compléter ce test qui serait malheureusement négatif par une prise de sang qui sera plus fiable et qui détecte plus facilement ce fameux taux d'hormones qui fait qu'on est enceinte. D'accord. Donc, question suivante d'une de nos auditrices. Quand et comment puis-je connaître le sexe de mon bébé ? Le bébé a son sexe qui se différencie plutôt tôt dans l'embryogénèse. Par contre, en échographie, on va le voir qu'à partir du 4e mois. Donc, à la première échographie, un peu officielle, c'est-à-dire l'échographie du premier trimestre qui se faisait autour de 12 semaines d'aménorrhée, donc 3 mois environ de grossesse, on ne peut pas dire à 100% quel est le sexe du bébé. Alors, on peut se risquer à des orientations parce qu'on a des petits signes échographiques qui peuvent nous l'indiquer. Mais pour avoir une réponse vraie et fiable, il faut attendre le 4e mois, voire 5e mois de grossesse et l'échographie du 2e trimestre qui se fait environ à 22 semaines d'aménorrhée, soit 5 mois et demi, 6 mois de grossesse. D'accord. Donc, il faut attendre un petit peu. Attendre un peu. Exactement. Donc, question suivante. Qui faut-il consulter en premier en cas de test positif ? Est-ce qu'il faut aller voir son médecin traitant, sa gynéco ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qu'il faut aller voir ? Alors, le mieux, moi, je pense, c'est d'aller voir quelqu'un, si possible, qu'on connaît, c'est-à-dire sa gynécologue, sa sage-femme ou son médecin traitant qui nous suit d'habitude. Il n'y a pas d'urgence. Si on n'a pas de douleur particulièrement, il n'y a pas d'urgence à consulter. Le tout, c'est d'aller consulter donc soit médecin généraliste, soit sage-femme, soit gynécologue, pour avoir les premières informations sur le début de grossesse. Donc, ça commence par une consultation simple, en face à face, où on va conseiller une prise de sang, prendre une tension, discuter des possibilités de grossesse. Et l'échographie arrivera dans un second temps. Tout ça, c'est si ça se passe bien et s'il n'y a pas de douleur de saignement. Si jamais on fait le test de grossesse et que suite à ça, il est positif et suite à ça, on a des douleurs ou des saignements, et si on n'a pas de rendez-vous en urgence avec un médecin près de chez soi, il faut consulter aux urgences gynécologiques. D'accord. Et une autre question aussi de nos auditrices qui demande comment bien choisir sa maternité. Alors, on peut demander conseil, il y a plein de façons de faire. On peut demander conseil à son médecin justement qui nous suit ou sa sage-femme, demander conseil autour de nous parce que souvent les femmes de notre entourage, les couples de notre entourage, famille, amis, ont des bons conseils à nous donner parce qu'il faut un endroit où on se sente bien. Médicalement parlant, il existe 3 niveaux de maternité. Donc, il y a des maternités qui prennent plus ou moins des bébés prématurés, plus ou moins des bébés avec des risques de prématurité, plus ou moins des mamans qui peuvent aussi avoir des risques de complications. Je parle de parents ou de mères qui ont des maladies autres que
qui arrivent avant la grossesse, des diabètes, des hypertensions, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, il faut s'orienter vers un niveau de maternité qui peut prendre en charge ces mamans-là si elles ont besoin. Ou par exemple, si on attend des jumeaux, on sait qu'on a une plus grande chance d'avoir des bébés prématurés. Dans ce cas-là, il faut s'adresser à une maternité qui est adaptée. L'autre choix de raison pour moi, c'est vraiment la proximité. Dans des régions comme Paris ou des grandes villes, il y a beaucoup de maternités proches de chez soi. Dans d'autres régions, il faut trouver une maternité où on va pouvoir aller aux consultations tous les mois si on est suivi par sa maternité sans faire trop de trajets de voiture, où on peut consulter en urgence sans avoir un peu à faire 1h30 de voiture, où notre conjoint ou le coparent peut venir régulièrement après la naissance de bébé. Donc, c'est plusieurs critères à adapter. Un endroit où on se sent bien, un endroit qui est adapté à notre suivi médical et à notre grossesse, et aussi un endroit qui n'est pas trop loin de chez soi. C'est vraiment une question auquel il faut penser en amont, du coup. Tout à fait. Et en plus, en fonction de la région dans laquelle on habite, il peut avoir un délai d'inscription. Je pense à des régions qui sont surdotées en grossesse. Il y a parfois des maternités qui nous disent non, on ne peut pas vous prendre parce que vous êtes déjà à 4 mois et qu'on n'a plus de place dans 5 mois pour que vous accouchiez. Donc, il faut se poser la question assez tôt et prendre le temps d'y réfléchir pendant le premier trimestre. Effectivement. Donc, question suivante. Combien d'échographies obligatoires y a-t-il à faire pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a un nombre obligatoire? C'est une bonne question. Alors, exactement, c'est une bonne question parce qu'on prend rendez-vous donc on pourrait en prendre indéfiniment. En France, il y a 3 échographies qui sont obligatoires et qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Il y a l'échographie du premier trimestre qui se fait au 3e mois. C'est une échographie qui sert à dater la grossesse. On va pouvoir avoir une date de début et une date de fin de grossesse grâce à cette échographie-là. Et le risque combiné de la trisomie 21. On pourra en parler un peu plus tard en détail, mais voilà, c'est une échographie qui sert à ça. L'échographie du 2e trimestre, ce qu'on appelle l'échographie morphologique, on en parlait tout à l'heure pour le sexe. Donc, c'est une échographie, on va regarder pas mal de choses au niveau des organes du bébé. Et l'échographie du 3e trimestre, qui est aussi obligatoire, qui n'est pas reconnue partout en Europe parce que tout le monde ne la fait pas. En France, on y est attaché. C'est une échographie qui sert à estimer le poids d'arrivée du bébé, qui va pouvoir nous aider un peu pour ce qui est déclenchement, etc. Et voir sa présentation. Est-ce qu'il a la tête en bas? Est-ce qu'il a la tête en haut? Est-ce qu'on doit refaire une écho de contrôle s'il est un peu haut sur les courbes, un peu bas, etc. Donc, il y a 3 échographies obligatoires. Et en fonction, pareil, de chaque grossesse, si c'est des jumeaux, on en fait un peu plus. S'il y a un diabète, on en fait un peu plus, etc. D'ailleurs, en mentionnant la trisomie 21, je passe directement à une question qu'on a reçue, une question un peu spécifique d'une dame qui nous dit « J'ai une petite cousine qui est atteinte de la trisomie 21 ». Elle se demande, elle a très peur d'avoir elle-même un enfant atteint. Et donc, elle se demande s'il y a des précautions particulières à prendre, des personnes à aller consulter avant. Alors, des précautions avant la grossesse, non. Pendant la grossesse, comme je précisais sur l'échographie du premier trimestre, c'est l'échographie où on propose à toutes les patientes, quelles qu'elles soient, antécédents ou non, de réaliser un dépistage, on dit combiné, parce que ça va prendre en compte plusieurs facteurs. Pour la trisomie 21, c'est un calcul de risque. C'est-à-dire qu'en sortant de ce dépistage combiné, on va vous dire vous avez une chance sur tant d'avoir un bébé qui peut être atteint de la trisomie. D'ailleurs, on dépiste 18, 13 et 21 comme trisomie. Et pour la trisomie 21 et toutes les 3 que je viens de citer, ce dépistage combiné, il prend la clarté nucale, c'est-à-dire l'épaisseur de la nuque du bébé à l'échographie, l'âge de la patiente. On sait que plus on est âgé, plus on a de chances d'avoir un bébé qui a une trisomie, mais également un taux d'hormones à la prise de sang et les antécédents de chaque couple. Donc cette patiente-là va avoir un risque, entre guillemets, plus élevé au calcul mathématique qui dit oui, cette dame a une chance ou pas d'avoir un bébé. Et si cette prise de sang se retrouve à avoir un risque élevé, on dit on a d'autres prises de sang, voire l'amniosynthèse qui peut être proposée. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter pendant la grossesse? Malheureusement, il y a des aliments à éviter. La première chose à savoir, on en a parlé tout à l'heure avec le suivi de grossesse et la personne qu'on va consulter, c'est si on est immunisé ou pas contre la toxoplasmose. Un mot un petit peu barbare, mais qu'on va entendre souvent quand on est enceinte, c'est un germe qui se transmet, qui est dans la terre en fait, et qui se transmet soit par nos chats, nos animaux qui vont aller gratter la terre dehors et qu'on va toucher ensuite, soit dans les aliments qui poussent dans la terre, donc les fruits, les légumes surtout, et s'ils sont mal lavés, qui peuvent nous transmettre la toxoplasmose. Donc la première chose qu'on dit, c'est de bien laver ces fruits et légumes, surtout ceux dont on ne connaît pas la provenance, d'éviter dans les restaurants de commander des crudités où on ne connaîtrait pas non plus la provenance et l'hygiène. Et donc tout ça, c'est pour la toxoplasmose. Donc c'est les premiers aliments à éviter en tout cas, ou à essayer de bien laver. Et ce qu'on n'aime pas non plus, c'est la listeria, la listériose, qui se trouve dans les viandes crues ou tout ce qui est dans le lait cru.
Donc, il faut éviter les viandes crues, tartare, carpaccio, les poissons crus, les sushis, et les fromages au lait cru non pasteurisé. Donc, le fromage qui dégouline un peu sur le marché, qui nous fait bien envie, c'est typiquement le fromage qu'il faut éviter. D'accord, donc pour continuer sur les questions du style de vie et de l'hygiène de vie, j'ai une internaute qui me demande, j'ai l'habitude d'aller courir 3 fois par semaine, 10 km. Est-ce que je dois arrêter ou diminuer ? Alors moi, ma réponse, ce serait plutôt de diminuer. Arrêter, non, parce qu'en soi, la grossesse n'est pas une maladie, on peut continuer à avoir une vie à peu près normale. Après, on va être freiné naturellement par le poids de la grossesse, par l'essoufflement et tout ce que ça peut entraîner. Les sports, moi, je dis toujours à mes patientes d'éliminer les sports à risque de coût, type rugby, boxe ou quelque chose de contact, mais de conserver, si on aime le sport et qu'on a une activité sportive dans notre vie de tous les jours, de la conserver et de l'adapter à la grossesse. Donc, par exemple, 10 km, ça fait beaucoup, parce qu'il y a plus de risque de contraction, tout simplement. Donc, peut-être favoriser des trajets plus courts ou de remplacer un de ces 2 jours par de la natation qu'on préférera comme sport ou de l'activité en salle, du renforcement musculaire, mais pas forcément un sport où on court et où l'utérus peut être entraîné à appuyer fort sur le pelvis et à être gênant pour la maman. J'ai eu pas mal de questions sur les cours de préparation à l'accouchement. Est-ce qu'il faut en prendre ? Il y en a plusieurs techniques ? Est-ce qu'il y a une technique à privilégier ? Alors, il n'y a pas de technique à privilégier. Le tout, moi, je trouve le principal, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions un petit peu en amont de l'accouchement, parce que le jour J, il peut se passer vraiment des milliers de choses. Et je fais des accouchements à la naissance. On aimerait répondre à toutes les questions de nos patientes le jour J, mais c'est pas toujours possible. Donc, c'est bien d'avoir pu prendre des cours avant. Il faut savoir que la Sécurité sociale en France rembourse 8 cours de préparation à l'accouchement, avant et après, parce qu'il y a un cours qu'on peut basculer sur l'après, un cours sur l'allaitement, par exemple. Donc, 8 cours avant et après l'accouchement. Et ces 8 cours, ils se font avec une sage-femme. Alors, soit en milieu hospitalier, si notre maternité nous le propose, soit en libéral. Donc, on prend contact avec une sage-femme près de chez soi. Et on peut faire ces cours de préparation. Donc, il y a des cours qui sont assez théoriques, qui regroupent quand consulter à la maternité, quelle hygiène de vie justement tenir pendant la grossesse, par l'alimentation, par les sports. Un cours qui peut être sur l'allaitement, sur l'arrivée du bébé, un cours qui peut être sur l'urgence, la césarienne par exemple, des choses qui pourraient nous poser question et peut-être nous effrayer si on n'en connaît pas les tenants. Mais l'autre chose, c'est aussi qu'on peut choisir des cours de préparation un peu plus personnalisés, un peu plus spécifiques. On peut faire des cours de préparation avec un hypnothérapeute, on peut faire de l'autonomie, on peut faire des mots qui pour l'instant peuvent être un petit peu flous pour les mamans qui sont pas en fin de grossesse, mais qui, quand on a un peu d'accoucher sans péridurale, des choses comme ça, peuvent être complémentaires de cours de préparation avec les sages-femmes. Oui, je comprends bien. D'ailleurs, en parlant de péridurale, j'ai eu aussi des questions sur quels sont les risques de la péridurale pour la future maman ou pour le bébé. Alors, les risques, on en est très très loin maintenant. C'est vrai que la péridurale, quand on a commencé à en poser, il y a eu des épisodes qu'on a retenus sur cet acte médical, qui est en fait un geste qui est utilisé dans beaucoup de spécialités médicales aujourd'hui. C'est une anesthésie qu'on fait pour des opérations du genou, de la hanche, etc. Et en maternité, qu'on fait beaucoup, qu'on maîtrise bien. Il n'y a pas, ou on peut jamais dire zéro en médecine, mais il y a très peu de risques pour la maman parce qu'on va tester avant sa coagulation, on va faire des bilans sanguins pour vérifier qu'elle peut avoir cette anesthésie. Elle aura aussi une consultation avec un anesthésiste au cours de la grossesse, justement pour dépister peut-être un facteur de risque pour une éventuelle péridurale. Et pour le bébé, il n'y a pas du tout de risque. Les produits qui passent sont justement des produits en anesthésie locale. Donc on anesthésie la maman, mais on n'anesthésie pas le bébé. Non. D'ailleurs, en parlant de médicaments et de produits pendant la grossesse, j'ai une question un petit peu spécifique aussi d'une maman qui est très sujette aux migraines et qui appréhende beaucoup la grossesse, car son médecin lui a dit qu'il fallait éviter les antidouleurs pendant la grossesse. Et donc, est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus ? Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les migraineuses. La mauvaise, en effet, elle le dit elle-même, c'est que les traitements qu'on peut prendre pour la grossesse sont un peu plus limités que quand on n'est pas enceinte. Donc, certaines patientes qui ont des triptans, des traitements un peu de fond des migraines vont devoir s'adapter et changer. La bonne nouvelle, c'est que les migraines diminuent avec la grossesse. Le taux d'hormones fait qu'on a moins de migraines. Celles qui ont des migraines, bien sûr, liées aux hormones, mais on peut avoir moins de migraines tout simplement. S'il y en a, on va préférer des techniques, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être un petit peu d'hypnose, des choses un peu parallèles qui ne donnent pas de traitement, qui pourraient être
iatrogène, en tout cas pour influer le bébé, le fœtus pendant la grossesse. Et ensuite, question récurrente aussi qui est venue sous toutes les formes, une question sur les kilos pendant la grossesse. Alors, est-ce qu'il y a un minimum de kilos à prendre, un maximum? Est-ce qu'il y a un nombre de kilos idéal à prendre pendant la grossesse? Vaste question. Ouais, ça aussi, c'est un grand sujet. En tout cas, je le dis pour les mamans qui vont avoir des nausées, des vomissements en début de grossesse, qui vont prendre peu de poids, il n'y a pas de minimum de kilos à prendre. Les fœtus, ils sont plutôt bien faits, ils vont trouver là où il faut et ils ont surtout besoin de l'afflux sanguin par le placenta, mais ils n'ont pas besoin de kilos en plus spécifiques de la maman. On dit quand même que le poids idéal de prise de poids pendant la grossesse, c'est entre 8 et 15 kilos. Je parle pour une grossesse d'un seul bébé. Pour des jumeaux, c'est évidemment différent. Mais voilà, 8 et 15, ça permet de donner une tranche en général, on dit qu'on prend 1 kilo par mois. Alors, c'est pas exactement comme ça, parce que les premiers mois, avec les nausées, on va prendre un petit peu moins. Sur la fin, avec l'arrêt de travail et le fait d'être à la maison, on va peut-être prendre un petit peu plus. En plein été, on va avoir des œdèmes, de l'eau qui se stocke liée à la chaleur, qui peut nous faire prendre beaucoup de poids sur la balance, mais en fait du poids qu'on va perdre facilement après. Donc le poids maximum, pareil, on ne peut pas vraiment donner de maximum. Ce qui est sûr, c'est que porter la grossesse, c'est déjà en soi quelque chose pour le corps. Porter 20-30 kilos en plus, c'est aussi un épuisement. On parlait tout à l'heure de l'activité physique. C'est important de garder l'activité physique et de pouvoir être en forme, musculairement parlant, physiquement parlant, le jour de l'accouchement et pour récupérer après. C'est une sacrée épreuve. Exactement. Pour le corps, c'est une sacrée épreuve, ouais. Donc, question suivante, une auditrice qui nous dit « Je suis à la fin de ma 40e semaine de grossesse et mon médecin me parle de déclenchement de l'accouchement. Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé lors de ce déclenchement? Est-ce que c'est quelque chose normal ?» Alors, il ne faut pas s'inquiéter, puisqu'en effet, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Le déclenchement, il a une bonne indication pour cette patiente, particulièrement parce que la grossesse est prolongée. Et donc, on estime qu'il y a moins de risques à ce que le bébé soit dehors une fois qu'on a dépassé un certain terme. En fonction de sa maternité, ça va être à terme dépassé de 1, de 2, de 3 jours. Chacun a ses protocoles. Et le déclenchement, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien parce qu'on le fait pour le diabète, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou les bébés qui ont besoin d'être à l'extérieur. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Le déclenchement, c'est pris en charge en maternité. On reste hospitalisé le temps du déclenchement. Donc, on a une surveillance continue pour soi et pour son bébé. Très bien. Nous allons prendre donc une dernière question. Une question qui, je pense, va intéresser plus d'une de nos auditrices. Est-ce que vous avez des conseils sur les vomissements pendant la grossesse? Oui, en effet, c'est une période compliquée parce que c'est le début de la grossesse, les 3 premiers mois. Les nausées et vomissements sont induits en fait par le taux d'hormones de bêta-HCG qu'on a dans le sang. Et en fonction de son taux de chaque patiente, on peut avoir pas mal de nausées et vomissements. Alors, la première chose à dire, c'est que ça va durer que 3 mois. Déjà, psychologiquement, ça aide un petit peu. Il y a certains traitements dans les cas où vraiment on n'arrive pas du tout à s'alimenter qui peuvent être donnés, qui ne sont pas contre-indiqués avec la grossesse. Donc, il faut se rapprocher de son médecin ou de sa sage-femme pour avoir ce genre de traitement. Dans les petites astuces qu'on peut faire avant de consulter, le gingembre frais marche très bien. Donc, soit des infusions à la maison, soit on vend beaucoup maintenant de capsules de gingembre en pharmacie pour les patientes qui n'aiment pas le goût. Ça se mange et ça tapisse un petit peu l'estomac au niveau de ses reflux et de ses nausées. Parfois, l'acupuncture marche très bien. Et du coup, se vend en pharmacie aussi des bracelets d'acupression qu'on met au niveau des poignets qui appuient sur des points sensibles qui vont diminuer un petit peu les nausées. Et il faut savoir aussi que les nausées sont provoquées par le fait d'avoir l'estomac vide. Alors, pas simple quand on a envie de vomir de remplir l'estomac, mais d'essayer dans la journée d'avoir des petites prises d'aliments. Si on n'arrive pas du tout à manger, ça peut être juste un petit peu de jus ou une petite amande pour essayer d'enlever cette sensation de vide qui va vraiment provoquer les nausées, pas forcément les vomissements, mais les nausées. La dernière étape, si vraiment on vomit tous ces repas et qu'on n'arrive même plus à boire de l'eau, c'est évidemment de consulter en urgence. On peut commencer aux urgences par mettre une perfusion, réalimenter la patiente doucement et réintroduire ensuite l'alimentation. Et ça ne vaut pas pour toutes les femmes et pas non plus pendant 3 mois. Ça peut venir pendant une semaine et puis disparaître complètement alors qu'on est toujours enceinte et que ça évolue bien. Nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. Merci Pia pour la clarté de vos réponses. Merci à vous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir et merci de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous faire part de vos commentaires et vos réactions sur les pages de nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous bientôt et avec grand plaisir pour un prochain Questions aux experts. Au revoir.